Bonjour. Je suis encore tout souriant. La semaine, une nouvelle semaine se présente à nous. Nous avons la possibilité d'aller maîtriser davantage notre langue française, la maîtriser en connaissant davantage les principales notions de cette langue. Notions qui sont, bien entendu, résumées à l'intérieur de ce que nous appelons la grammaire expliquée, dans le cas présent, avec également son cahier d'exercice ainsi que son corrigé. Et ça, c'est précieux. Quelqu'un peut lire une grammaire. Quelqu'un peut prendre une grammaire et lire la grammaire. Ça peut être clair, simple, précis. Ça peut être très complexe, avec quantité de détails. Maintenant, si vous avez en plus le cahier d'exercice qui vous permet d'appliquer cette théorie que vous lisez graduellement, vous êtes rendu, disons, à la page 50. Alors, vous avez dans le cahier d'exercice, peut-être à la page 25-26, un petit livre en haut de la page à droite qui dit page 50. Ça correspond à la page 50 de votre théorie. Mais après votre cahier d'exercice, allez voir, il y a plusieurs pages où vous retrouvez ce qu'on appelle le corrigé. Et quand vous faites le corrigé, vous vérifiez votre corrigé et vos réponses sont bonnes ou quasi, presque totalement bonnes. À ce moment-là, on se frotte les mains puis on se dit « Champion, champion, hein? Nous sommes des champions. Nous avons maîtrisé l'ensemble de ces bases. » Et je veux dire, comme j'ai dit il y a une quinzaine de jours, dans un livre de pédagogie où on disait que donner une grammaire d'idées plutôt qu'une grammaire de règles. Ah, c'est pour ça que j'ai présenté ma grammaire expliquée, une grammaire d'idées que nous lisons plutôt qu'une grammaire de règles que nous cherchons, que nous allons pour trouver la référence. Nous pouvons aller chercher la référence, mais nous pouvons la lire. Et quand vous commencez au début et vous parlez des déterminants, que vous ajoutez les noms, vous ajoutez les adjectifs, et vous avez un groupe de mots, nous aurons d'ailleurs l'occasion de faire cette révision dans 15 jours, 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'après, nous ferons la révision par écrit de toutes ces notions que nous avons vues ensemble depuis déjà 29 semaines. Et c'est notre 30e émission aujourd'hui. Notre 30e émission, et je le précise parce que certains d'entre vous, vous notez vos émissions, vous les inscrivez, et vous savez, en commençant l'écoute de votre émission, soit sur cassette ou autrement, vous savez que c'est votre 30e émission qui commence et vous y mettez tout le cœur. Le cœur que je vous connais, c'est un cœur de Québécois, c'est un cœur d'individu qui veut maîtriser son français. Ayez le feu sacré, et je vous ai promis qu'à la 40e émission, vous seriez en mesure de maîtriser l'ensemble de ces bases de la grammaire française. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous invite à faire votre part active. Certains parmi vous, vous êtes des jeunes qui êtes aux études. Naturellement, je vous invite à utiliser des exercices pour application. Et je vous disais déjà, si vous avez eu 1 heure d'explication, ayez une demi-heure d'application. Souvent, ce ne sera même pas une demi-heure. Vous aurez l'occasion de vérifier si vous la maîtrisez bien, cette matière. Et à ceux qui sont peut-être assez avancés en âge, parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre notre français, pour être capable d'écrire, et capable d'écrire. Et quand vous ne pouvez pas vous fier à une secrétaire comme patron, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Êtes-vous obligé d'engager quelqu'un pour corriger les lettres que les patrons, que les secrétaires rédigent? Si vous, comme patron, vous avez besoin des bases de français, c'est à vous que je m'adresse, c'est à vous que je m'adresse actuellement. Et je vous dis, écoutez les 10 émissions qui viennent. Bien oui,
les 11 émissions même qui viennent. Et vous aurez cet avantage au moins de faire une sorte de synthèse. Mais ceux et celles qui ont peut-être 40, 50 ans, et ça fait peut-être 30 ans, je veux dire, comme quelqu'un disait une fois, « Oh, moi, Marcel, ça fait 35 ans que j'ai quitté les bancs de l'école. Et j'ai quitté en 9e année. Vous savez, autrefois, il fallait qu'on quitte de bonne heure pour aider à la famille. Alors, je les comprends, ces gens-là. Et je les comprends et j'ai pitié de ces gens-là. Et c'est pour cette raison que je veux que le cours de français soit simple, soit clair. Et quand je reviens sur l'explication précédente, c'est peut-être parce qu'il y en a qui ont besoin d'une deuxième information. Et cette deuxième information, c'est exactement comme quand vous allez au théâtre. Oui, comment ça? Comment tu compares la grammaire au théâtre, Marcel? Je ne comprends plus rien. Ben, écoutez, vous allez au théâtre, vous êtes devant un grand écran. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes devant le grand écran? Vous regardez, et pendant que vous voyez venir la troupe à l'autre bout à droite, est-ce qu'à gauche, il n'y a pas quelque chose également? Oui, il y a quelque chose là. Mais quand vous regardez, vous ne regardez pas tout à la fois. Alors, vous voyez des choses dans la première fois où vous avez vu le film, et si vous retournez, parce que vous l'avez trouvé tellement beau, ce film-là, vous retournez une deuxième fois avec quelqu'un d'autre, peu importe. Et si vous retournez, peut-être que quand vous allez voir venir la troupe qui s'en vient du côté droit, vous allez peut-être avoir tendance, vu que vous le savez, vous allez regarder, oh tiens, regardons ça à gauche. Et là, vous remarquez à gauche, oh tiens, j'avais pas remarqué ça. Il y a quelqu'un qui était... Et vous ne l'aviez pas vu. La première fois, vous ne l'aviez pas vu. C'est un petit peu la même chose. Il y a quelque chose qu'on peut comprendre une première fois dans l'explication grammaticale. Mais par contre, comme je reviens une deuxième, une troisième fois, je dirais même à l'occasion une quatrième fois. Mais mon petit clou, qu'est-ce que vous en faites? C'est à frapper sur le clou qu'on le fait rentrer. Alors, pour certaines personnes qui n'ont pas besoin de 3 fois ni 4 fois, mais peut-être 2 fois, peut-être juste une fois, parce que c'est pour se remémorer ce qu'ils ont appris il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. Mais pour quelqu'un, ça fait longtemps, la personne a besoin de revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et si quelqu'un ne peut pas recueillir le cours sur vidéo, bien, la pauvre personne, il faut qu'elle le réécoute 2 fois, 3 fois. Et en le réécoutant, elle comprend davantage. Alors, c'est un petit peu la raison pour laquelle j'essaie le plus possible d'être clair et même, à l'occasion, revenir. Mais il ne faudrait pas que je revienne trop souvent au point que je vais vous mêler. Et ça, je vous comprends et je suis totalement d'accord avec ça. On va essayer de rendre encore ça plus clair que ce que ça ne l'a été. Alors, je comprends quelqu'un qui va peut-être me dire, là, quelqu'un qui est assis dans son salon et qui va dire, « Marcel, tu ne peux pas rendre ça plus clair. C'est clair comme de l'eau de roche. » L'expression du Québec. C'est clair comme de l'eau de roche. De l'eau de roche, regardez ça quand ça passe sur la roche. C'est vrai que c'est clair. Alors, si mon explication est claire comme de l'eau de roche, bien, merci des félicitations que vous me donnez comme ça. Et je dis tout de suite que si quelqu'un avait quand même quelques commentaires à émettre au sujet du cours de français, vous savez que le cours est enregistré, non pas dans votre région nécessairement. Il n'est pas sur la Côte-Nord. Il n'est pas enregistré sur la Côte-Nord. Il n'est pas enregistré dans la région de Québec. Il est enregistré ici, à Saint-Hubert, au sud de Montréal. Et c'est Télévision Vidéotron Saint-Hubert qui m'a permis de pouvoir parvenir jusqu'à vous, messieurs, dames. Et je veux rendre hommage à toute l'équipe de Vidéotron de Saint-Hubert pour ce geste qui m'a permis de pouvoir entrer chez vous. Et si vous avez des appréciations à donner à tous nos responsables de Vidéotron Saint-Hubert, 1854 Boulevard Marie, Saint-Hubert, et je vous donnerai à la prochaine leçon le code postal. Vous allez peut-être me dire, pourquoi tu ne nous le présentes pas tout de suite? Parce que je veux que vous soyez là pour la prochaine. Et là, vous aurez le code postal. Et avec le code postal, vous pourrez soit m'écrire, me donner vos commentaires,
Et ça fait plaisir. Après 45 ans d'enseignement, là, au moment où je prends ma retraite définitive, c'est-à-dire ma troisième. J'ai pris ma première en 1980, j'ai pris ma deuxième en 87, et là, maintenant, je vais prendre ma dernière en 91. Et là, ça va être ma définitive. Mais si vous avez des commentaires, quels qu'ils soient agréables, qu'ils soient moins agréables, bien, ça me fait plaisir de les recevoir et vous communiquerez avec Marcel Poirier ou encore Rosaire Turcotte, 1854 Boulevard Marie, Saint-Hubert. Et n'oubliez pas, le code postal viendra la semaine prochaine. À bientôt. Et maintenant, nous passons à ce que nous appellerons maintenant un peu la composition. La composition parce que le programme de français au ministère de l'Éducation, programme de français que nous retrouvons dans les écoles, qu'il soit programme de 5e année, de 6e année, peu importe, secondaire, peu importe, nous avons ce que nous appelons la production. La production, c'est produire un texte. On n'apprend pas la grammaire pour le plaisir d'apprendre la grammaire. On apprend la grammaire, les grandes lois fondamentales, dans le but de être capable de lire les textes, de composer des textes. Donc, lire et écrire. Et c'est un peu ce que nous disions l'autre jour, lorsque nous disions, nous devrons apprendre à parler et à écrire correctement. Et c'est bien ce que nous disait le grand pédagogue, Monseigneur Ross, l'auteur de la pédagogie de Monseigneur Ross, la pédagogie générale. Et j'ai toujours trouvé que cet individu était vraiment sincère. Et quand il nous donnait cette loi de la grammaire doit s'apprendre, non pas pour elle-même, mais bien pour l'écrire et la lire, cette langue française. Alors, nous allons au tableau. Notre tableau, c'est notre instrument. Notre instrument, un peu comme le menuisier, c'est son marteau, c'est son aiguine, c'est tout ça. Alors, ici, nous venons avec ce tableau et nous parlons maintenant de ce que nous appellerons la phrase simple. Et par rapport à la phrase complexe. Alors, nous avons deux sortes de phrases. La phrase simple ou la phrase complexe. Venons à la phrase simple d'abord. Et nous allons dire que dans les écoles, et c'est pour ça que quand je vous parle de 5e, 6e année, mais je parle exactement de ces explications que je donne. Et c'est pour ça que vous pouvez dire à vos jeunes, qu'ils soient de 10 ans, d'11 ans, 12 ans, ils peuvent venir écouter cette explication-là. Elle correspond exactement à leur programme, comme elle correspond à toute personne du secondaire ou encore de secrétaire. La phrase simple, c'est encore la phrase qui est très facile à distinguer. Et cette phrase simple, c'est la phrase où on ne retrouve habituellement qu'un seul verbe. Alors, on va donner une phrase tout à fait simple qu'on va appeler une proposition même indépendante. Alors, la phrase simple, on va dire ceci. Ben oui, les aviateurs ont fait une magnifique, et je cache que vous êtes capable de deviner le mot qui s'en vient. Ils ont réalisé une magnifique envolée. Accent aigu E, une envolée. Alors, les aviateurs ont réalisé une magnifique envolée. Quand je regarde cette phrase-là, j'ai le verbe « ont fait ». Et c'est un temps qu'on appelle un temps composé. Le passé composé. Pourquoi je vais l'appeler passé composé? Et à ceux de 6e année, vous avez peut-être appris le passé composé sans savoir pourquoi ça s'appelle. Alors, pourquoi on l'appelle passé composé? C'est que vous avez deux mots. Donc, le verbe, le temps, il est formé de deux mots. Et ce sont les deux mots, l'auxiliaire avoir et le participe passé. Et ces deux mots-là, ils ont formé
le passé composé. Pourquoi composé? Formé de deux mots. Pourquoi passé? Parce que l'occasion, elle a eu lieu dans un temps passé. Et quand je dis « les aviateurs ont fait », c'est pas quand je les regarde que je dis « oh, regardons, les aviateurs ont fait ». Mais non, ils font. Quand je regarde, je dis « ils font une magnifique envolée ». Ils font un jeu. Quand je les regarde avec des pirouettes, ils font. Mais après ça, je retourne à la maison, puis je dis « les aviateurs ont fait de magnifiques pirouettes. Ils ont fait de magnifiques envolées avec un S. Et je vais dire de magnifiques envolées. Parce que de, devant l'adjectif, on dit de au lieu de des. Et une, c'est le singulier. Des est le pluriel. Et de, quand je dis un adjectif avec un nom, j'emploierai de au lieu de des. Et ça, c'est ce que j'appelle la phrase toute simple. Elle est simple parce qu'elle est unique, quoi. Quand on dit qu'un verbe a un temps simple, c'est qu'il n'a qu'un seul mot. Ici, une phrase simple, je n'ai qu'un verbe. Et c'est le verbe faire. Le verbe faire, ici, qui est conjugué au passé composé avec le verbe faire, participe passé, et l'auxiliaire avoir. Tandis que la phrase complexe, qu'est-ce que je vais avoir dans ma phrase complexe? Je vais avoir deux propositions habituellement. Et je vais avoir 2 ou 3 ou 4 propositions. Nous verrons dans la leçon prochaine comment nous allons décortiquer notre proposition à 2, 3, 4 propositions. Nous allons voir comment nous allons les décortiquer. Alors, la phrase complexe, c'est qu'elle se retrouve parfois avec 2 propositions ou 3. Alors, je vais aller avec une phrase que je vais composer comme ceci. Les cours que j'ai exposés sont ceux que nous retrouvons dans notre grammaire. Quand je regarde ceci, j'appelle ça complexe. C'est complexe dans le sens que j'ai 3 verbes. Regardez, le cours que j'ai exposé le cours à la télévision. Le cours que j'ai exposé, ça c'est le premier verbe, ça. Sont, ça c'est le deuxième verbe, ça. Les cours sont ceux. Alors, sont, le deuxième verbe. Sont quels? Sont ceux que. Regardez le que qui est ici, qui est un COD. Je le dis en passant. Ceux que nous retrouvons. Ah, j'ai un troisième verbe. Alors, si j'ai 3 verbes, ici, je rencontre la phrase complexe formée de 3 propositions. J'ai 3 verbes qui sont conjugués, j'ai 3 propositions. 3 propositions, 3 verbes conjugués. V.C. là, vous savez ce que ça peut vouloir dire, mais dans le cas présent ici, c'est verbe conjugué. 3 verbes conjugués. Et j'ai la phrase complexe. Et on verra comment on peut présenter ces phrases-là. On les séparera. On les séparera la semaine prochaine. Nous aurons l'occasion de bien distinguer chacune de ces propositions et on les séparera pour montrer aux élèves qui sont encore aux études comment se décompose une phrase à 3 ou 4 propositions. On ira avec beaucoup de simplicité et de facilité. Alors, nous avons la phrase simple et la phrase complexe. Alors, la phrase complexe, elle est importante dans la composition. Oui, on va apporter un point majeur, une importance, ça va être la proposition qu'on va appeler principale. Et l'autre qui va venir à la suite, elle sera subordonnée à la principale. Donc, elle dépendra de la principale et ce sera à ce moment-là la subordonnée. Et nous aurons une phrase complexe. Et dans les écoles également, et je touche à ce programme que nous retrouvons au ministère de l'Éducation. Parce que dans le ministère de l'Éducation, on n'a pas
que des individus qui ont tout voulu chambarder. Il y a des choses merveilleuses qu'on retrouve dans le programme. Et personnellement, je ne suis pas contre tout. Je suis contre certaines choses. Mais je suis pour certaines choses également. Et je suis pour quoi? Je suis pour quelle chose? Mais quand on insiste, par exemple, ici, les formes, la phrase, qu'on va retrouver sous 4 aspects, on va les retrouver sous 4 aspects. On va avoir la phrase que nous appellerons la phrase, la forme déclarative. Oh, vous allez peut-être me dire, qu'est-ce que c'est que ça veut dire ça, déclarative? Attention, je vais vous attraper. Si vous êtes là à hésiter en voyant le mot déclarative, je vais vous dire à quoi ça peut vous faire penser, ça. Puis dites-moi ça, là, tout de suite. On va en parler tout de suite. Il faut qu'on se comprenne, là. Il faut que l'émetteur et le récepteur soient bien sur la même longueur d'onde. Si vous syntonisez votre poste de radio entre 2 ondes, 2 séries, 2 postes, mais vous allez tomber, vous n'aurez rien. Il faut qu'on soit sur une même longueur d'onde. Alors, déclarative, qu'est-ce que c'est que ça, à quoi ça vous fait penser? Je déclare. Donc, je déclare, ça veut dire j'exprime quelque chose. Et quand j'exprime quelque chose, je l'exprime, je le déclare de façon affirmative ou encore de façon négative. De 2 façons. De façon affirmative ou de façon négative. Alors, quand je déclare quelque chose, c'est lorsque nous parlons d'une façon régulière. Je vous dis, par exemple, les températures ont été superbes l'été dernier. Oui, je vous déclare, je vous informe de façon affirmative et je vous affirme que les températures ont été superbes l'été dernier. Et si je dis, les voyageurs n'ont pas été satisfaits, je vous déclare en disant qu'ils n'ont pas été. Donc, c'est une forme négative. Et si j'avais dit, les voyageurs ont été satisfaits, je vous déclare qu'ils ont été affirmativement satisfaits. Et c'est la forme affirmative. Affirmative et négative. Forme déclaratoire. La deuxième, la forme, il y a une autre forme qu'on va appeler la forme impérative. Ah, vous me voyez venir, là. Là, je bafouille même en écrivant. Regardez ça. Impérative. Vous savez tout de suite, vous dites, « Ah, pose-moi la question, Marcel. » Je vous la pose tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, impérative? Mais ça veut dire qu'il y a un ordre, hein? Alors, si je dis ceci, revenez la semaine prochaine, je ne dis pas, vous reviendrez la semaine prochaine. Si je dis, vous reviendrez avec nous la semaine prochaine, c'est la forme déclarative. Mais si je dis, revenez, non pas une supplication, mais c'est pour votre bien, votre avantage personnel, pour vos enfants, vos petits-enfants. Bien oui, c'est comme ceux qui m'appelaient l'année dernière et qui disaient, j'aimerais bien avoir votre grand-mère parce que je voudrais la donner en cadeau à mes enfants puis à mes petits-enfants. Alors, ils l'achetaient pour la donner en cadeau. Et c'était véritablement un beau cadeau. Alors, ça sera encore peut-être la même chose, mais revenez. La semaine prochaine, c'est un commandement. C'est une forme impérative. Alors, c'était simple, ça, hein? Vous allez peut-être me dire, ben, tu n'avais pas besoin de nous poser la question, elle était simple, celle-là. Il y a une autre forme qu'on appelle la forme interro. Ah, je te vois venir, je te vois venir. Ah, ça, Marcel, arrête-moi ça. Interrogative. Ben ça, interrogative. Mais savez-vous que j'en ai parlé la semaine dernière? Savez-vous que l'interrogation, vous savez ce que ça veut dire depuis longtemps? Allez dans une école, allez dans une classe et commencez à expliquer quelque chose. Aussitôt que vous avez commencé à expliquer quelque chose, il y a un petit quelqu'un à quelque part qui va dire, j'ai une question à poser. On n'a pas sitôt commencé une explication, lève la main. Alors, l'interrogation. L'élève veut poser une question. Moi, ce que je disais dans ce temps-là, mon ami, baisse ta main. Ça le choquait. Ça le choquait au départ. Mais à quoi sert d'expliquer quelque chose à un
Et il y en a 10 qui vont lever la main et on ne pourra pas donner l'explication claire, simple et précise. Mais moi, je dis, commençons par l'expliquer simplement, et quand ça sera terminé, est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser? Pouf! Il n'y a plus de questions à poser. Pour quelle raison? Parce que lui, là, quand je l'ai vu pour lever la main, je me suis dit, je sais exactement, parce que je viens de dire un mot, l'individu veut poser une question. Mais qu'il me laisse le temps de finir ma phrase, et je vais expliquer ce mot-là. Vous remarquez, à chaque fois que j'utilise un mot nouveau, j'explique le mot. Quand je dis une forme interrogative, je n'ai pas besoin d'expliquer longtemps. On avait le point d'interrogation la semaine dernière. Alors, le point d'interrogation, nous posons une question. Alors, forme interrogative, et on avait même une interrogative qu'on appelait directe. Et quelqu'un s'en rappelle? Quelqu'un s'en rappelle? Oui, on se rappelle de ça. Et l'autre, c'était interrogative indirecte. Ah, mais si par hasard, quelqu'un n'était pas là, si quelqu'un était absent la semaine dernière et qu'il dit maintenant, Marcel, j'espère que tu vas donner une petite information sur l'interrogative direct et indirect. Certainement, parce qu'en secondaire 3, en secondaire 2, très souvent, nous donnons des exercices aux élèves pour leur montrer comment composer en posant une interrogative directe et comment composer avec cette interrogative directe une interrogative indirecte. Alors, j'avais donné la semaine dernière l'exemple, je ne me rappelle pas exactement, mais qui veut travailler? Qui veut travailler? Ce n'était pas l'exemple. Qui veut travailler? Point d'interrogation. Alors ça, c'est une interrogative directe. Regardez ici, vous avez un pronom interrogatif. Qui la personne? Ce n'est pas un pronom relatif, ça. C'est une interrogation directe. Et quand je pose cette question-là, qui veut travailler? À ce moment-là, je pose une question directe. Si je la pose de manière indirecte, moi, je demande qui veut travailler. Je vous demande qui veut travailler. Je vous demande qui veut travailler. Je vous demande qui veut travailler, point. Alors, il y a quelqu'un qui va venir, il va dire, vous avez demandé quelqu'un pour travailler? Moi, je suis bien prêt à travailler. Et il va répondre à la question. Regardez, je vous demande qui veut travailler. Je demande à celui qui veut travailler de venir me rencontrer. Bien, tout de suite, il s'en vient parce qu'il sent une question qui a été posée, mais de manière indirecte. Alors, de façon indirecte, une interrogative indirecte. Et l'autre forme, qui n'est pas l'interrogative directe ou indirecte, laquelle ce sera la forme, à part la forme déclarative, la forme affirmative et négative, la forme interrogative, la forme impérative, on aura aussi ce qu'on appellera la forme exclamative. Et quand on dira « Ouf! Quelle somme de travail j'ai réalisé cette semaine! » Et ça, c'est la personne qui revient de son travail. Elle a fait un travail formidable. Quelle somme de travail j'ai réalisé cette semaine! Point d'exclamation. Voyez-vous, c'est une autre manière de s'exprimer. On s'exprime en déclarant, on s'exprime en donnant un ordre, on s'exprime en posant une question ou on s'exprime en s'exclamant. Il y a 4 manières. Et ces 4 formes sont très importantes. Et à l'école, dans les écoles, nous utilisons ces expressions et cette manière de fonctionner pour la composition française. Et nous verrons tantôt, après la petite intermission, nous verrons le type informatif, le type expressif, le type incitatif, puis le type ludique. Et là, vous allez peut-être dire, arrête-moi ça. Le type informatif, qu'est-ce que c'est que tu veux dire par là? Dis-moi que tu nous arrives toujours avec des mots. Je vais vous les expliquer après la petite pause que nous allons faire et on va s'asseoir. Un peu comme toujours, on va s'asseoir en prenant, si vous me permettez, monsieur, madame, permettez? Merci, merci. Juste un petit moment. Ah, que vous êtes gentil. De la bonne eau fraîche comme ça, là, ça vaut bien d'autres sortes de liquides. Ça descend, ça rafraîchit, ça rafraîchit, et c'est merveilleux, ça. Ça nous rend de très précieux services. Alors, ça nous rend de bien précieux services, et on va jeter un petit coup d'œil maintenant à l'expression tout de suite. On va parler tout de suite de cette petite expression.
que nous employons de temps en temps. Vous allez me faire reprendre un petit peu mon souffle, là. Après la gorgée d'eau que je viens d'avaler, là, j'arrive avec vous. Et puis, ça me fait plaisir. Même si j'ai à suer, là, je sue, mais je sue pour une bonne cause. Je sue pour une bonne cause. Ah oui, réellement. Vous savez, avec des réflecteurs, pour essayer de rendre beau celui qui a peut-être un peu perdu de sa jeunesse, là, alors on est obligé d'accepter nos réflecteurs. On est obligé d'accepter toutes ces lumières qui nous arrivent en plein sur le front et également souvent sur des espaces un peu vacants. Alors, l'expression, vous savez, quand à un moment donné, un type dit « Ah, pas possible, oh non, j'ai pas le temps, j'ai bien trop de pain sur la planche, j'ai pas le temps de faire ça, moi. » Et comment avoir du pain sur la planche? Est-ce que quelqu'un avait du pain sur la planche pour ne pas pouvoir aller donner un coup de main à l'individu? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'expression? On a du pain sur la planche. Mais c'est un peu comme le professeur qui rentre en classe et qui dit à ses élèves, « Cette semaine, nous allons travailler telle chose, tel sujet, nous allons expliquer encore cette partie qui n'a pas été trop comprise, et nous allons voir une partie nouvelle également. » L'autre, il dit, « Oh là là, on a du pain sur la planche. » Mais d'où vient cette expression? C'est qu'autrefois, le boulanger, vous savez, le boulanger, dans son vieux four, là, il avait ce qu'on appelait ses casseroles. Vous savez, les boulangers d'autrefois avaient ce qu'on appelait des casseroles. Et ces casseroles, il y avait toujours une grande planche de cette largeur-là et de cette longueur-là. Une grande planche plate qui était rattachée avec un manche. Et un grand manche d'à peu près 10-12 pieds. Très, très long. Et quand le type rentrait son pain, il mettait son pain, il glissait son pain en dessous, un peu comme ceux, si vous avez vu ça des fois, les pizzas. Quand on va chercher une pizza, ils ont une petite poignée, puis ils glissent la petite palette en dessous de l'assiette de pizza et la retirent du four. Mais quand le four a 10 pieds de profondeur et le feu est au fond ou un petit peu vers l'extrémité du four, à ce moment-là, il envoie ses casseroles avec son pain pour qu'il cuise. Et il prend les grandes baguettes, son grand manche, avec la planche où il met ses casseroles, il s'en va les pousser, puis hop, il donne un petit coup, il laisse glisser sa casserole. Il va en chercher un autre, il envoie la même chose, hop, un petit coup encore. Alors, quand l'individu lui dit bonjour, il dit à son boulanger, il dit « Hey, tu fais rien, toi? Il est peut-être 3 heures de l'après-midi. Mais viens donc faire un tour avec nous. On s'en va juste de l'autre côté au restaurant. On va aller prendre une petite liqueur. » Pensez que j'étais pour dire une petite bière? Non, on peut prendre une liqueur aussi. Oh oui. Alors, viens, on va aller prendre un petit rafraîchissement, tiens. Un petit rafraîchissement. L'autre lui répond, « Je peux pas. » « Comment ça? Mais j'ai trop de pain sur la planche. » C'est ça l'expression. J'ai trop de pain sur la planche. Ça veut dire qu'il y a peut-être 20, 30, 40 casseroles à l'autre bout, à 6 pains par casserole. 6 pains, des grandes casseroles côte à côte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il glisse sa planche en dessous, et après ça, il tire son grand bâton et il rapproche son pain. Il a trop de pain sur la planche. Il a du pain sur la planche. Ça veut dire il y a trop de pain là qu'il devra aller chercher avec sa grande planche pour les rapprocher. Et après ça, vous les apportez à la maison ou vous les laissez dans le magasin quand vous venez les chercher. Hein? Bon pain chaud, là, pensez-vous que ce n'est pas bon? Alors, s'il part et il s'en va de l'autre côté, les pains vont brûler. Alors, il ne peut pas. Pourquoi? Il a du pain sur la planche. Alors, ça veut dire, j'ai trop de travail à faire. C'est l'expression qui signifie, j'ai trop de travail à faire, j'ai pas le temps. J'ai trop de pain sur la planche. Et c'est cette expression-là. Alors, une autre petite expression qui nous est présentée et qui va nous permettre de mieux comprendre maintenant toutes ces expressions que nous employons assez souvent. Et on se dit des fois, mais d'où vient cette expression-là? Avoir du pain sur la planche, ça vient de cette expression, où le boulanger avait à fonctionner. Alors, c'est un petit peu ça. Et on va se mettre maintenant à la poursuite de notre explication où nous avons terminé tantôt
nous avons parlé tantôt, avant de prendre ma gorgée d'eau, vous vous souvenez, je vous avais dit que nous étions pour parler du type informatif, type expressif, le type incitatif. Ah, ça, par exemple, vous savez peut-être un petit peu ce que ça veut dire. Incitatif. On va inciter quelqu'un. Et le type ludique. Ludique, ça, c'est les sports, ça, les jeux. Les jeux. Alors, il y a 4 façons de présenter des textes. Et je parle à ceux des élèves de primaire et de secondaire, parce que ceux du cégep et de l'université, vous composez vos textes et vous rencontrez le type informatif. À quel moment? Quand vous donnez de l'information. Et qu'est-ce qu'on fait quand on donne de l'information? Allons un petit instant à notre tableau. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous permet d'avoir toutes nos explications claires, précises et même concises à l'occasion. Alors, quand nous avons le type informatif, premier type, on informe. Informatif, nous informons, tout simplement. Et quand nous informons, qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Nous informons, nous utilisons le « il » habituellement. Et nous ne parlerons pas du « je ». Nous ne parlerons pas du « je ». Nous n'emploierons pas le « je ». Si nous parlons des oiseaux, nous allons parler, par exemple, des hirondelles. L'hirondelle est un oiseau qui parvient dans notre région, qui nous revient dans chaque région au printemps. Elle est toujours agréable à revoir. C'est un oiseau qui nous plaît à la vue. Ses gestes sont, etc. Elle est, etc. Le « il », le « elle ». On donne de l'information au sujet des oiseaux, de l'hirondelle. On parle d'une aventure. Et on parle de cette aventure en parlant de « il » ou « elle », selon qu'il est question. Le type informatif, nous informons seulement. Et si nous donnons de l'information, bien, à ce moment-là, il n'y a pas de « je » et de « tu » à ce moment-là. Nous donnons tout simplement de l'information. Lisez un texte qui traite simplement d'information, vous allez retrouver tout simplement le type informatif. Informatif. Et je vais aller tout juste ici. Regardez. Il faut vous dire qu'en Provence, c'est l'usage, quand viennent les chaleurs, d'envoyer le bétail dans les Alpes. Les bêtes et les gens passent 5 ou 6 mois là-haut, logés à la belle étoile, dans l'herbe jusqu'au ventre. Puis, au premier frisson de l'automne, on redescend au mât et l'on revient brouter bourgeoisement les petites collines grises que parfume le romarin. Donc, hier soir, les troupeaux rentraient. Avez-vous entendu un « je » jusqu'à maintenant? Pas encore un. Pas un « je » jusqu'à maintenant. Depuis le matin, le portail attendait, ouvert à 2 battants. Les bergeries étaient pleines de paille fraîche. D'heure en heure, on se disait « maintenant, ils sont à Aiguillère. Maintenant, à Paradou, en France. » Puis, tout à coup, vers le soir, un grand cri « les voilà ». Tout ce que je viens de lire, avez-vous eu un « je », pas un « je ». C'est de l'information qu'on donne. On parle de la rentrée du troupeau, le troupeau qui revient. Alors, on donne une information, on emploie le nom des animaux, où on dit que les animaux, le bétail, revient. Et il revient, c'est toujours de l'information. L'autre, c'est le type expressif. Si c'est le type expressif, ça veut dire qu'on va exprimer nos impressions. Et on va exprimer nos impressions, et là, ça va être l'individu qui va parler. Et ça, ce sera le « je » à ce moment-là que nous utiliserons. Et si je veux donner mes impressions, bien, je vais dire, j'ai fait un gros effort cette année pour tenter d'améliorer le français à travers la province. Cependant, les efforts que j'ai réalisés, voyez-vous les « je » qui rentrent là, c'est qu'il y a de l'expression, c'est que nous exprimons nos sentiments,
Nous exprimons nos idées, nos connaissances, et là, nous employons le « je » à ce moment-là. Alors, l'individu a fait une randonnée, il va raconter sa randonnée dans un type expressif où il va exprimer ses idées, ses opinions, ses sentiments et tout ça. Et ça, ce sera le type expressif. Le type incitatif, qu'est-ce que ce sera le type incitatif? Je vous laisse y penser en écrivant ça. Où allez-vous retrouver le type incitatif? Oh là là, incitatif, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Allez-y, levez les mains. J'attends la première main levée. Oui, mademoiselle, vous êtes à tel endroit. Oui, à Rimouski. Allez-y, mademoiselle. Dites-moi qu'est-ce que veut dire le type incitatif. Vous êtes de Sherbrooke également, vous avez levé la main. Allez-y. Qu'est-ce que veut dire le type incitatif? Ça veut dire qu'il y a une incitation. Et inciter quelqu'un, ça veut dire l'inviter à. Et ça veut dire, on donne des commandements, on donne des ordres. Alors on incite. Et dans ces cas-là, nous allons parler, par exemple, disons simplement sur des petites bouteilles de pilules. Prenez cette pilule 4 fois par jour. Voyez-vous? On va donner des petits ordres comme ça. On va inciter les personnes à agir de telle et telle façon. Et si, par exemple, vous avez une publicité, vous avez l'expression une petite pub, une petite pub, une petite pub. Alors, une publicité, mais une publicité, c'est-à-dire une annonce publicitaire. Alors, l'annonce publicitaire, qu'est-ce que c'est qu'elle va vous dire? Vous savez que dans les 3 jours qui viennent, vous avez l'occasion de profiter, etc. Alors, venez au bon marché ou ailleurs, ou n'importe où. Venez au magasin, venez au centre d'achat, venez, c'est bon marché. Alors, venez, venez, et on incite les individus. C'est une incitation que nous faisons à quelqu'un. Alors, quand nous faisons un type incitatif, nous invitons quelqu'un à agir de telle façon. Alors, on donne comme des incitations par des impératifs à ce moment-là. L'autre, ce sera le type qu'on va appeler le type ludique. Oh, vous allez peut-être me dire, qu'est-ce que tu en penses, toi, du type ludique, Marcel? Es-tu en faveur de ces types-là? Je vais vous dire honnêtement, je suis en faveur de ces 3-là. Le type ludique ici, là, ce sont des jeux. C'est pour jouer, ça. Ça, c'est pour s'amuser. Bon. Avec un type ludique, qu'est-ce qu'on peut dire un type ludique? Vous allez peut-être me dire, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire pour s'amuser? Bon, on va dire ceci, tiens. Sur le flac, avec le tact, dans mon chac, et puis vous y allez avec des sons qui se ressemblent comme ça. Et qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça ne signifie rien. Ce sont simplement des sons qui nous sont amenés à la fin de bouts de phrases comme ça. Et on appelle ça le type ludique. Ludique dans le sens que c'est simplement pour jouer, pour essayer d'inventer des sons. Alors, on emploie sur le flac, avec le tact, dans le chac, et avec son Mac, et puis etc. Alors, tout ça, là, type ludique. Alors, moi, je le dis, c'est vrai, quand on veut dégager un petit peu nos jeunes dans certaines écoles où les élèves ont travaillé fort. Mais pour faire du type ludique, là, il faut avoir travaillé fort pour pouvoir se reposer un peu et s'amuser un peu. Parce qu'on ne va pas à l'école simplement pour s'amuser, hein? On va à l'école pour apprendre en s'amusant peut-être, pour rendre la compréhension de la matière agréable. Cette compréhension devient agréable, à acquérir parce qu'on la rend agréable. Mais le type ludique, ce sont des jeux. Mais le type incitatif, nous incitons quelqu'un à agir. Nous dirons, par exemple, venez nous rencontrer la semaine prochaine. Ayez avec vous votre lunch pour pouvoir faire une fête champêtre. Apportez, etc. Ce sont des types incitatifs.
Et ça, c'est dans le domaine de l'incitation. On invite quelqu'un à. Le type expressif, on raconte un peu nos sentiments, tandis que le type informatif, nous informons. Et c'est comme ça, la composition doit se retrouver à l'école, au primaire et au secondaire, avec ce qu'on appelle ces 4 types de phrases ou de textes, le type informatif, le type expressif, où j'emploie le « je », parce que j'exprime mes sentiments. Informatif, j'informe tout simplement, c'est la 3e personne, c'est le « il » ou le « elle », où on nomme l'objet, ou la personne, ou la chose, ou l'animal. Ça, c'est quand on veut raconter, par exemple, on veut parler, par exemple, de la panthère. On va parler de la panthère. On va raconter où vit la panthère, quel est son habitat, etc., dans quel pays elle vit, combien d'années elle vit, etc. Alors, quand on parle de la panthère, on va parler le type informatif. Et vous allez voir le jeune qui va s'en aller devant sa classe, devant son local de classe, et qui va aller raconter ce qu'il a appris sur la panthère. Et il va employer le type informatif. Il va informer. Vous allez peut-être me dire, madame, moi j'ai 70 ans. À quoi ça me sert, moi, de savoir s'il y a un type informatif ou un type expressif? Bien, madame, écoutez, c'est une curiosité naturelle, ça. Le petit garçon qui a 12-13 ans, qui, lui, par exemple, se retrouve devant un radio, un appareil de radio qui a tombé puis qui est cassé, qu'est-ce que fait le petit garçon qui est débrouillard? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire tout simplement, moi, j'aimerais maintenant que je ne m'en sers plus de ce radio, j'aimerais savoir comment c'est fait à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher son tournevis, puis il va dévisser. Il va dévisser, il va défaire ses morceaux, il va enlever l'appareil, et là, il va arriver là, puis il va dire, « Oh, c'est la première fois que je vois ça. » Mais pourtant, il écoute la radio depuis plusieurs années. Mais il ne savait pas comment c'était formé à l'intérieur. Pourquoi ne pas aller devant un radio? Je ne dis pas un radio qui fonctionne bien et tout ça. Aller défaire tout ça, il y aura peut-être des morceaux qui vont rester par la suite. Il va peut-être rester 4-5 vis à la fin qui n'auront pas été posés. C'est un peu comme le mécanicien qui a défait sa transmission, et s'il n'est pas tellement habile, il va lui rester 4-5 morceaux, puis il va dire, hey, sais-tu, je ne sais même pas où ils vont ces morceaux-là. Où vont ces morceaux-là? Je ne le sais pas. Hey, c'est malheureux à ce moment-là. Alors, c'est la même chose. L'individu va voir un peu comment est fait le radio, l'appareil de radio, là. Il va aller voir comment c'est organisé à l'intérieur. La phrase, nous composons, nous avons à écrire, nous avons à exprimer des sentiments. Je ne sais pas si je vous avais parlé au tout début de l'importance d'être capable de composer et d'écrire correctement. Et d'écrire correctement des phrases naturelles, des phrases qui expriment bien l'idée abstraite que nous avons ici, les sentiments du cœur que nous avons et que nous voulons rendre. Mais la pauvre personne qui m'avait dit une fois, moi si je te disais, Marcel, que j'ai 45 ans, je n'ai jamais, et ça j'ai trouvé ça pitoyable, j'ai trouvé ça regrettable, une personne rendue à 45 ans, qui avait passé 17 ans avec la même secrétaire, et cette secrétaire prenait l'information que l'individu lui donnait, et elle rédigeait la lettre, et lui n'avait qu'à signer son nom, Roger, et etc. Il signait tout simplement son nom. Il se fiait à sa secrétaire. Mais cet individu-là me disait, le plus grand regret que j'ai, c'est que je n'ai pas pu, dans ma vie de jeunesse, je n'ai jamais pu écrire un mot à mes parents pour leur dire ma satisfaction quand j'étais loin. Une lettre qui donnait mes impressions, mes sentiments. Je n'ai jamais écrit à mes frères et sœurs. Je n'ai jamais écrit à mon amie quand j'étais loin d'elle, avant de me marier. Pour quelle raison? J'avais trop honte de ce que j'écrivais. Parce que j'avais trop de fautes. Et j'étais jugé comme un individu qui ne connaît même pas son français. Mais un individu, je veux vous dire, ce Roger
il parlait de façon merveilleuse. Il parlait très bien, mais il ne savait pas comment accorder son français écrit. Et le jour où il a suivi un cours, il est revenu à la toute fin, il m'a écrit une lettre. Et cette lettre qu'il m'a écrite, il m'a dit à la toute fin, « Marcel, après m'avoir tout raconté, il me dit, « Marcel, s'il n'y a pas de faute dans cette lettre, montre-la à qui tu voudras. S'il y a des fautes, fais-le-moi savoir. » Signé Roger. Et il n'y avait pas de faute. Et il avait fait 30 heures de cours. Et vous autres êtes rendus à votre 30e leçon. Et c'était le cours que j'ai donné jusqu'à maintenant. Ce même cours que j'ai donné, et Roger a pu écrire. Il m'a dit, tu ne peux croire jusqu'à quel point nous avons une satisfaction de pouvoir maintenant dire des sentiments que nous n'avons jamais exprimés par écrit. Mais savez-vous, mes amis, je parle peut-être à plusieurs d'entre vous qui êtes dans la même situation. Ne pas pouvoir écrire ses sentiments parce qu'on craint d'être jugé, c'est malheureux. Tant mieux si j'ai pu vous rendre ce service et vous donner cette joie de pouvoir dire maintenant, je peux au moins écrire et sans être gêné quand j'écris un billet au professeur et que mon enfant va me dire, « Papa, tu as une faute ici. » Et que c'est triste, que c'est gênant. Je comprends que certains parmi vous, vous n'avez peut-être pas eu la chance de pouvoir vous perfectionner dû à une foule de circonstances. Mais je vous dis tout de suite ceci. Ce que je veux, dans ces quelques instants, je veux que nous comprenions que ce geste que j'ai posé cette année, en vous permettant de suivre un cours de français et vous permettre d'être plus heureux et marcher la tête haute maintenant en disant à vos frères, vos sœurs, vos parents, vos amis, je sais maintenant écrire mon français. Et c'est ça que je suis content. Je suis content à cause de ça. Et voilà, mes chers amis, vous me faites un petit peu trembler de la gorge, là. Je tremble un petit peu parce que je trouve que ça fait pitié. Quand quelqu'un n'a pas cet avantage et tous ces analphabets, je souhaite donc que ces gens-là puissent être capables de prendre ce cours que je viens de donner pour leur permettre d'avoir plus de fierté maintenant, être capable d'écrire, pas seulement lire le nom de la rue. Non. Pas seulement lire le nom de la rue, pas seulement compter. Non, être capable de lire également ce que son garçon vient de lui écrire. Alors qu'autrefois, le père, dans certains temps, signait en faisant une croix. Il allait voter en faisant une croix. Aujourd'hui, on peut lire, on peut écrire, et c'est ce que j'ai voulu faire. Et quand je vous dis la composition a des formes, bien, c'est à vous maintenant de dire, je prends un livre de lecture et je m'en vais lire un texte. Et je regarde ici ce texte que j'utilisais autrefois, la pieuvre. Gilliatt prit son couteau dans ses dents, virgule, descendit des pieds et des mains du haut de l'escarpement et sauta dans l'eau. Point. Il en eut jusqu'aux épaules. Point. Regardez des belles petites phrases simples. Tout simplement ça. Il s'engagea sous le porche. Il se trouvait dans un couloir frustre avec une ébauche de voûte ogive sur sa tête. Après une quinzaine de pas, la voûte cessa au-dessus de lui. Il était hors du couloir. Il remarqua au-dessus du niveau de l'eau, à la portée de sa main, une fissure horizontale dans le granit. Le crabe était probablement là. Il y plongea le poing le plus avant qu'il put et se mit à tâtonner dans ce trou de ténèbres. Tout à coup, il se sentit saisir le bras. Voyez là les passés simples, il se sentit. Il plongea. Passé simple. Pourquoi? Parce que ce sont des sensations qu'il y a là. On a ce qu'on appelle quoi? Tout simplement des expressions là, de suspense.
Alors, un genre de roman. Alors, il se sentit saisir le bras. Ce qu'il éprouva en ce moment, c'est l'horrible, l'horreur indescriptible. Quelque chose qui était mince, âpre, plat, glacé, gluant et vivant venait de se tordre dans l'ombre autour de son bras nu. Quand vous lisez ça, vous avez hâte de savoir qu'est-ce qui s'en vient. C'est ça la lecture, la compréhension de notre langue française. Et à mesure que nous lisons, nous sommes capables de comprendre chacun des points du plan. Le plan que l'auteur Victor Hugo a établi dans ce texte-là, c'est ce que nous appelons un plan. Il a dirigé son écrit. Et c'est ça qui fait qu'il y a une suite. Et cette suite, nous la rédigeons dans un plan, et ensuite, nous prenons notre crayon, et là, nous composons, nous produisons. Commençons par un plan, allons-y après ça dans la production, et ensuite, corrigeons un peu notre tournure de phrase, et nous allons aimer notre français parce que nous le comprendrons davantage. On va terminer avec notre petite pensée traditionnelle qui ne prévoit que des défaites n'aura jamais de victoire. Qui ne prévoit que des défaites n'aura jamais de victoire. À la prochaine, mes amis. Revenez-nous. Bonjour.